Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour du pacte de Marrakech, ce pacte mondial sur les migrations qui a déchaîné les passions. Ça y est, il a été ratifié à l'ONU à une très forte majorité. Emmanuel Macron est accusé de l'avoir approuvé en catimini, sans débat, sans l'accord des Français. Pourquoi ce texte, pourtant non contraignant, fait-il tant polémique? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, c'est votre rendez-vous du jeudi. Il opposera ce soir Agnès Verdier-Molinier à François Calfon. Nous reviendrons sur les mesures sociales qui sont désormais entre les mains des parlementaires, débat et vote au pas de charge, mais toujours peu d'informations sur le financement. Couper dans les dépenses ou creuser le déficit, nous ouvrons le débat dans un instant. Et puis l'actualité, c'est aussi l'écologie. Pas un jour sans une information alarmante sur le climat, sur l'état de la planète. Pendant les fêtes, Public Sénat vous propose une programmation spéciale, Territoire Planète, avec notamment Human, un film de Yann Arthus Bertrand, le photographe écologiste, est notre invité ce soir. Il nous parlera de son œuvre et nous verrons un extrait de son film. Mais d'abord, le match des idées sur les mesures sociales après ce sujet de Sandra Cerquera. C'était la priorité du gouvernement, faire voter les mesures d'urgence avant la trêve de Noël. Un projet de loi composé de 4 articles, un pour chaque promesse présidentielle faite aux Gilets jaunes. La plus emblématique, l'augmentation du SMIC de 100 € par mois. Elle passe en réalité par une revalorisation de la prime d'activité pour les salariés les plus modestes dès le 5 février prochain. Le gouvernement reviendra également en 2019 sur l'augmentation de la CSG pour les retraites inférieures à 2 000 €, une mesure à 1,5 milliard d'euros. Autre coup de pouce sur le pouvoir d'achat des salariés et fonctionnaires, les heures supplémentaires. Elles seront exonérées de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu à partir du 1er janvier prochain. Enfin, seront aussi exonérées de charges sociales et d'impôts sur le revenu les primes exceptionnelles jusqu'à 1 000 € que les entreprises sont invitées à verser d'ici le 31 mars 2019 à leurs salariés rémunérés jusqu'à 3 600 € par mois. Après avoir adopté au pas de course le projet de budget 2019, le Parlement entame un sprint pour voter dans l'urgence ces mesures. Des mesures examinées aujourd'hui et demain vendredi, 48 heures seulement pour débattre. Une précipitation inédite critiquée par l'opposition. Au Sénat, la majorité de droite s'abstiendra si ces amendements ne sont pas votés. Et pour ce match des idées, on retrouve notre duo du jeudi. Bienvenue à tous les deux. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir, directrice de la Fondation IFRAP et auteur de En marche vers l'immobilisme. François Calfon, bonsoir. Bonsoir. Membre du bureau national du Parti socialiste et conseiller régional d'Île-de-France. Vous me disiez tous les deux la semaine dernière que rien n'était très clair dans ce plan choc proposé par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, est-ce que vous me dites, ça y est, on a quelque chose de solide, Agnès? C'est un peu plus solide peut-être, mais c'est toujours assez complexe. On voit que les heures supplémentaires, c'est à condition que ce soit en dessous de 5 000 € par an. On voit que l'histoire de la CSG, c'est toujours réservé à celui qui est célibataire, qui est à moins de 2 000 € au total de revenus, et puis moins de 2 900 € pour un couple. On voit que sur la prime d'activité aussi, on est dans des seuils et des plafonds, etc. etc. Et c'est vrai qu'on est rentré dans un niveau de complexité dans ces mesures que vous confirmez qui est inextricable. C'est-à-dire que là, on a quand même un niveau de raffinement, ce que d'ailleurs j'avais écrit dans mon livre, j'avais écrit que c'est qu'on vivait en ce moment un choc de complexité. Et au niveau des politiques publiques, je dois dire que ce gouvernement pousse très très loin le niveau d'illisibilité pour le citoyen. Et c'est vrai qu'avec en plus l'histoire du prélèvement à la source qui va se rajouter à partir de fin janvier prochain, tout ça avec aussi cette histoire de CSG qui est repoussée, mais en réalité c'est au bout de 6 mois, donc il y aura un chèque de remboursement, etc. Plus personne n'y comprend rien. Et alors d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les crânes d'œufs de Bercy qui sont revenus vers le gouvernement en disant qu'il y avait énormément de difficultés pour calculer. On se souvient déjà, sous le gouvernement de Manuel Valls, il y avait eu déjà des difficultés pour revaloriser les petites retraites, mais pas les autres. Et on s'était rendu compte que pour prendre en compte tous les revenus finalement, parce que vous pouvez être retraité, avoir des pensions, mais vous pouvez aussi avoir à côté, déjà il y a plusieurs régimes de pension, et avoir à côté d'autres revenus. Donc là, on est dans un système qui se complexifie, alors qu'il faudrait aller vers de la simplification pour les citoyens, et c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Si on revient d'abord à ce qu'ont été les revendications des Gilets jaunes, c'était en janvier, rien ne sera plus comme avant. En janvier, ça va être aussi complexe qu'avant, avec un très fort effet déceptif. Je crois que c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir un décalage très important entre ce qui est voté actuellement, et d'ailleurs de manière
imparfaite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont envoyées des décrets. Donc ça pose aussi des problèmes sur la question démocratique. Et pour cause, tout a été fait en quelques jours. D'accord, mais j'entends bien. Mais à un moment donné, au moment où on parle du référendum du RIC, il faudrait au moins que le Parlement recouvre sa réelle souveraineté, c'est-à-dire voter une feuille de route claire. Et contrairement aux 4 articles qui donnent dans la simplicité, en réalité, les choses sont relativement complexes. Si on prend un peu de recul, en réalité, les fameux crânes d'œufs de Bercy, dont je pense d'ailleurs qu'un certain président de la République en est issu, n'ont pas perdu la main. Et ce que je sais des arbitrages qui ont lieu à Bercy, c'est qu'ils vont faire en sorte que l'augmentation du SMIC coûte le moins cher possible, notamment par le biais, et c'est un peu la vision comptable n'est jamais très loin, voilà, d'après vous. Et je dois dire que ça va encore mettre un peu d'huile sur le feu, parce qu'il y a une grande histoire des chèques qui sont distribués après. Ça date de Jospin avec la prime pour l'emploi. Après tout, la prime d'activité, c'est un peu la même chose. Et donc, sur quoi compte Bercy? Sur le nombre de non-recours, comme on dit. Bon. Sur le RSA, il y a 7 bénéficiaires potentiels du RSA sur 10 qui ne le réclament pas. Sur la prime d'activité, c'est un tiers. Donc les gens qui sont les plus relégués, ceux qui sont sur les ronds-points et qui ne comprennent pas grand-chose en pensant qu'il y a une forme de complot contre eux, ce sont les mêmes qui auront le plus de difficultés possibles à récupérer les choses. Alors, le deuxième élément sur cet aspect-là, pourquoi toute cette complexité ? On en revient peut-être déjà à la deuxième partie du débat. C'est parce qu'on a fait payer finalement ce pouvoir d'achat pour les moins favorisés par la classe moyenne un tout petit peu supérieure, et qu'on n'a pas voulu, et je pense que c'est un peu la deuxième partie de notre débat, on n'a pas voulu finalement faire payer ceux qui auraient pu le faire sans forcément creuser les déficits. C'est la deuxième question. Vous faites bien de parler de déficit. Je voudrais attirer votre attention sur cet article de l'Opinion écrit par notre confrère Raphaël Legendre. Le déficit franchit la barre des 100 milliards d'euros, c'est le titre. Et je le cite, à mi-mandat, Emmanuel Macron aura gonflé le déficit de 80% et probablement fait franchir le cap des 100% de dette publique. Fin 2017, le déficit était de 59,5 milliards d'euros. Fin 2019, il sera de 107,5 milliards d'euros. Vous confirmez ces chiffres? Et ça veut dire qu'on va creuser le déficit, il faut s'en inquiéter? Là, on parle du déficit de l'État, c'est 107 milliards d'euros. Ça devait être 98,7 en 2019, donc c'était déjà dans le projet de loi de finances initial un montant très élevé, parce qu'il y a aussi cette histoire de double compte CICE, baisse de charges, donc on a déjà évoqué précédemment. 107 milliards, c'est gigantesque. À un moment, il faut peut-être se poser la question de comment financer ça par des économies. Je ne vois pas comment autrement. Là, pour l'instant, on n'en entend pas parler encore. Le gouvernement nous fait une sorte de répartition 60-40. C'est-à-dire qu'en gros, il finance 40% par un petit peu de réserve de précaution qu'on va chercher, mais pas trop. Parce que, alors, pour parler, pardon, une précision, la réserve de précaution, c'est un langage de crâne d'œuf de Bercy. C'est pas le vôtre, c'est le leur. Ça veut dire qu'on va faire du coup de rabot. Non, mais alors, la réserve de précaution, c'est en gros, on rabote un petit peu, mais c'est déjà prévu dans le budget initial. C'est 5%. Sur chaque ministère. Alors aujourd'hui, elle est peu ou prou encore de 4 milliards qui seraient mobilisables. Et on voit qu'ils en mobilisent qu'une petite partie, un peu plus d'1 milliard d'euros. Donc on peut se poser la question pourquoi. Peut-être parce qu'ils savent qu'ils vont devoir lâcher aussi sur d'autres demandes, on a vu additionnelles, on va y venir tout à l'heure. Donc moi, les 107 milliards d'euros, ça m'inquiète parce qu'en fait, derrière, c'est aussi la question des déficits des années suivantes. Parce qu'on a renoncé, et à juste titre, à la fiscalité écologique qui était beaucoup trop importante pour 2019, mais en 2020, en 2021, en 2022, il y avait aussi des augmentations qui étaient prévues pour atteindre au total 17 milliards d'augmentation en valeur à l'horizon 2022. C'est-à-dire qu'en réalité, on a un déficit 2019 qui va être très important, mais dans les années suivantes, on voit que la projection, alors on n'a pas encore malheureusement tous les chiffres, parce que là, on vit heure après heure à récupérer quelques données budgétaires, grappiller des infos, mais ce qu'on comprend, c'est que le déficit structurel de la France, c'est-à-dire que le déficit qui reste là en permanence, le gouvernement ne prévoit pas du tout de baisser. On va rester autour de 2,3 points de PIB de déficit, c'est-à-dire que, en gros, on va rester autour des 50 milliards de déficit de l'État qui vont être là, bon an, mal an, et puis on va rajouter derrière du déficit conjoncturel. Donc là, on a un vrai gros problème de finances publiques. Je dirais que cette année 2019 risque d'être une année noire pour nos finances publiques. Alors, le vrai point, il y a comment on fait les économies, c'est une partie du débat, on peut le reprendre. Et il y a comment on aurait pu faire pour ne pas aggraver le déficit. Le vrai point, c'est qu'on ne touche pas finalement aux cadeaux faits aux entreprises et aux particuliers. ISF 3,7 milliards.
Là, en tout, ce paquet-là coûte au déficit, en gros, 6 milliards supplémentaires sur le déficit. Et on dit qu'il y a, c'est l'économétrie, moins 4 milliards de rentrée fiscale eu égard à la correction des perspectives de croissance. Mais en réalité, on pouvait y toucher de manière très simple. Donc les 3,7 milliards de l'ISF, on n'était pas obligé de transformer le CICE en baisse de charge cette année. C'est quand même un ticket à 20 milliards. Donc même sans remettre en cause leur politique, ils auraient pu l'étaler. Et à ce moment-là, peut-être qu'on aurait pu récupérer 5-6 milliards. Et puis la dernière chose quand même, c'est que sur la fiscalité des entreprises, c'est bien d'être, moi-même qui suis socialiste, je le dis, d'être modéré sur la fiscalité des PME, TPE et même ETI. Mais on pouvait envisager une surtaxation pour quelques milliards, notamment de Total et d'entreprises comme ça. Donc on n'a pas touché à ça. Et donc finalement, il n'y a pas d'économie. Et Agnès s'en plaindrait. Moi, je pense qu'il n'y a pas tant de mou que ça sur les économies. Et il n'y a pas de ressources nouvelles. Et donc, alors, les Gilets jaunes, on l'a dit, ont obtenu quelques victoires. Dans leur sillage, les policiers ont également obtenu quelques gestes de l'exécutif, notamment sur les salaires, et c'est effectivement notre deuxième thème de match. 40 € par mois dans un premier temps, 120 € mensuels au bout d'un an, 150 pour les plus hauts gradés. Le chantier des heures supplémentaires qui porte sur 275 millions d'euros sera traité à partir du mois de janvier. Benoît Hamon leur dit bravo, et au suivant, on va l'écouter, il était l'invité de BFM ce matin. Bravo aux policiers d'avoir obtenu des augmentations de salaire et pas que des primes. De salaire, oui. Parce que sinon, que c'est des primes, pour le coup, c'est pas votre retraite, elle ne sera pas mieux servie en conséquence. Donc bravo de l'avoir obtenu. Maintenant, c'est le tour des hospitaliers et des professeurs à l'éducation nationale. Comment vous réagissez à cela, Agnès ? Je trouve que là, on ouvre un peu la boîte de Pandore. Alors après, sur les policiers, il y a clairement une question de temps de travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien vu que le ministre de l'Intérieur a dit, dans un premier temps, il y a cette prime de 40 €. Puis ça fait 70 millions d'euros de coûts. Et puis derrière, on aura d'autres augmentations. De salaire, avec des, pas prime. Voilà, avec augmentation de salaire à 120 € par mois et 150 € par mois, mais à condition d'augmenter le temps de travail des policiers. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'heures de récupération quand vous avez, des heures en plus, vous avez plus de récupération que d'heures en plus travaillées. Il y a ces heures supplémentaires qui ne sont pas payées, mais quand vous regardez le temps de travail annuel d'un policier, il est très inférieur à celui d'un gendarme. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en plus, ça dépend des policiers. Donc, c'est très, très compliqué, cette histoire de temps de travail dans la police. Et on se retrouve avec des anomalies vraiment très en dessous du nombre d'heures travailler normalement à 35 heures, c'est 1607 heures, ça peut aller de 1416 heures à 1655 heures, alors que dans la gendarmerie, ils sont à 1797 heures. C'est militaire. Donc vous voyez, là, il y a vraiment, je crois, du côté du ministère de l'Intérieur, s'ils veulent lâcher en termes de rémunération, il y a faut qu'ils réorganisent le temps de travail. Il y a vraiment une demande de réorganisation du temps de travail en face, parce que sinon, vous aurez beau augmenter les rémunérations, vous n'aurez pas forcément plus de force de police mobilisable. Et on l'a vu, vous savez, il y a à peu près 200 000 effectifs entre gendarmerie et police. Et en réalité, on avait du mal à mobiliser. Maximum 90 000. On avait du mal à mobiliser pendant les jours de manifestation, et c'est un problème pour les Français de savoir qu'ils payent des effectifs qui finalement sont mobilisables en temps réel, tous en même temps, quand même dans des proportions inférieures. 3 choses sur ce sujet-là. D'abord, c'est un dû pour les policiers, pour une bonne raison pragmatique, c'est qu'on a payé les gilets jaunes pour régler une crise sociale. On a payé les policiers, je vais le dire avec tout le monde sera d'accord là-dessus, quelle que soit l'appréciation du travail de la police, ils ont tenu la République. Ils ont tenu Macron. Parce que s'il n'y avait pas eu les forces de l'ordre dans les 3 semaines, avec les instructions qu'on leur a données, ils n'en seraient pas là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans la fonction publique, il y a un problème, et ce n'est pas la boîte de Pandore, il y a un problème de bas salaire. Il y a même des gens catégorisés dans la fonction publique territoriale qui sont en dessous du SMIC du privé. Et ça, on ne le sait pas assez. Troisième chose, il y a un problème de management. Et là, peut-être que Agnès sera surprise de ma réaction. Il n'y a pas non plus du coup de rabot à faire, mais il y a des évolutions structurelles très lourdes à faire sur un certain nombre de ministères, dont le ministère de l'Intérieur. Je donne un exemple. Il y a une vingtaine d'années, on a créé partout des polices municipales. Aujourd'hui, les préfets appellent le soir quand ils n'ont pas des effectifs pour que ce soit la police municipale qui prenne le relais. Il y a là 2 cartes à recouvrer de manière forte. Et on a parlé de l'articulation avec la gendarmerie. Il y a clairement un ministère où, par le fait qu'il n'y a pas une présence syndicale, ou en tout cas pas un droit de manifester qui existe comme ailleurs, il y a aussi une solidarité bien nécessaire de la nation vis-à-vis de ce ministère. Et donc, en termes de modernisation, moi je le dis avec beaucoup d'ouverture, il y a vraiment des marges de manœuvre, non pas conjoncturelles pour raboter tel et tel salaire, mais structurelles. Est-ce que vous dites comme Benoît Hamon,
Hamon, bravo aux Gilets jaunes, bravo aux policiers, et place aux infirmiers. Je l'ai dit à ma façon, il y a un problème de bas salaire dans la fonction publique. Ouais. Donc les bas salaires doivent être traités. On ne voit pas pourquoi on traiterait les bas salaires dans le privé et pas dans la fonction publique. Et moi j'ai dit que chaque employeur doit payer. C'est pas à l'État et aux contribuables de payer pour les employeurs du privé, pas que. En tout cas aujourd'hui c'est eux qui le payent. Et l'État employeur est clairement pas le meilleur à la fois en gestion de la ressource humaine. Il y a beaucoup de problèmes, y compris de suicides dans la police. Et n'importe quelle entreprise ferait ça aurait des grosses difficultés. Et puis il y a des problèmes de bas salaire. Et il y a aussi des gens, il y a une pratique dans ce ministère qu'on connaît, du placard sur des hauts gradés. Il y a là des marges de manœuvre. Votre réponse, Agnès, avant de passer à Ford. Sur ce sujet, en réalité, quand on regarde le niveau moyen de rémunération entre les personnels de l'État et ceux qui travaillent dans le secteur privé, c'est à peu près identique. Donc, il y a des bas salaires dans le secteur public, dans le secteur privé. Bon, voilà, mais c'est pas beaucoup plus, c'est pas tellement inférieure dans le secteur public par rapport au secteur privé. Il y a moins d'heures sup peut-être. C'est pas vrai. Et donc, dans le ministère de l'Intérieur, elles sont pas payées. Après, il y a une question de temps de travail entre public et privé où on voit bien que le temps de travail effectif dans le public est très inférieur à celui du privé, y compris quand vous êtes sur des bas salaires. Il y a des personnels ouvriers qui travaillent dans les usines, qui travaillent beaucoup plus d'heures pour le même salaire que celui que vous allez avoir dans une collectivité locale pour quelque chose de comparable. Il y a moins de déroulé de carrière. Je pense par exemple, mais c'est vrai aussi que vous avez une valorisation dans la carrière et une capacité à évoluer dans la carrière qui est plus, disons, lente dans le secteur public parce qu'il y a ce déni d'individualisation. C'est-à-dire que quand vous travaillez énormément, que vous êtes très bon dans une entreprise et que vous avez travaillé par exemple dans les espaces verts, peut-être vous allez pouvoir vous retrouver à diriger une équipe. Ce sera beaucoup plus long dans le secteur public. Donc tout ça, c'est juste, mais il faut qu'à un moment, on se pose la question de qu'est-ce qu'on paye pour quel travail en face. Et ça, c'est un gros tabou dans notre système. Et quand vous regardez le temps de travail effectif dans le secteur public français, vous voyez bien que par rapport au secteur public allemand ou au secteur public dans les différents pays de l'Union européenne, on a des écarts de temps de travail de l'ordre de 200 heures par an. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une question peut-être rémunération, mais qu'il ne faut jamais oublier de lier à la question du temps de travail. Il nous reste 3 minutes pour aborder un dernier thème, c'est le sort de l'usine Ford de Blanquefort. On en avait parlé la semaine dernière, Bruno Le Maire avait parlé de trahison au Sénat. Hier, nouvelle étape, il s'est dit ouvert à des solutions originales. Écoutez. La partie Jean-Jacques Bourdin n'est pas finie. Et je me battrai. Non, elle n'est pas finie. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire ? Le site n'est pas condamné. Je me battrai jusqu'au bout. Je suis prêt aux solutions les plus originales. Même une réquisition du site. Je suis prêt aux solutions les plus originales pour garantir qu'un site industriel qui est performant, qui a un repreneur de qualité et qui a des salariés qui sont totalement engagés puisse survivre. Et les solutions les plus originales, on ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être s'agit-il de celles proposées ce matin par Benjamin Griveaux. Écoutez. Je crois savoir que Ford soumissionne à des marchés publics, puisqu'il y a des voitures de la police nationale qui sont de marque Ford. Eh bien, si des entreprises ne jouent pas le jeu, plantent des sites, ne respectent pas les salariés et ne respectent pas le travail qui a été fait en partenariat avec l'État, on a aussi les moyens de faire en sorte que ces entreprises ne puissent ne pas être retenues, évidemment en respectant le code des marchés publics. Enfin, il y a aussi un peu de patriotisme à avoir. Même quand on a une entreprise étrangère, qu'on a des activités en France, la moindre des choses, c'est de respecter ses engagements vis-à-vis de l'État. Patriotisme économique, ça vous fait mais moi, je suis pour le patriotisme économique, mais je suis pour le droit quand même. Ouais. Et j'ai envie de dire que la semaine dernière, M. Le Maire saluait M. Poutou. C'est la logique totale d'essuie-glace de nos amis de la République En Marche. En l'occurrence, M. Griveaux vient de s'exposer, s'il y a un appel d'offres, et que Ford n'est pas retenu, puisqu'il est dépositaire de l'autorité publique, à un recours devant les tribunaux de Ford. On sent qu'il est gêné quand il le dit. Hein. On sent qu'il marche sur des œufs, mais il a dit quelque chose d'important. Et je sais que Ford regarde déjà cela. Il vient de commettre une infraction à la loi sur les marchés. Je le dis comme ça au passage. Bon, mais maintenant, je ne suis pas un rabat-joie. Que peut-on faire ? La solution rapidement évoquée par M. Le Maire est la bonne. C'est-à-dire qu'il y a un repreneur qui est identifié. Ford ne veut pas vendre à ce repreneur. Donc l'État, ça a déjà été fait dans une imprimerie dans l'Eure avec succès. L'État peut racheter de manière hyper temporelle. Il ne s'agit pas d'une nationalisation. Et ensuite, dès lors qu'il est propriétaire du site, le revendre au repreneur. Je pense même que c'est ça qu'il faut pratiquer. Au-delà, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le redis, au-delà, il y a un sujet de politique commerciale. Donc, c'est ce que tente Benjamin Griveaux avec son patriotisme économique, pour le coup illégal, est fondé sur le fond. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse y avoir des mesures d'attention. Alors, quand même, Ford... Il faut dire que l'État n'en a pas beaucoup.
il en aurait s'il avait une politique commerciale assumée. Ford, soyons clairs, toutes les Ford qui roulent en France, sauf quelques-unes, une espèce de gros 4x4, sont tous fabriqués en Europe en réalité, parce que c'est Ford Allemagne et les moteurs à Blanquefort. Donc là, ça ne jouerait pas. Mais on n'est pas obligé, pour reprendre une expression chère à Arnaud Montebourg, que j'aime beaucoup citer, nous ne sommes pas obligés d'être les idiots du village mondial, c'est-à-dire d'être ouverts à tout vent de la concurrence et de ne jamais mettre en œuvre des mesures de rétorsion. Agnès, en 1 minute, s'il vous plaît. En 1 minute, je vais essayer de chausser un peu le point de vue de Ford et me poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas en fait ? Moi, j'ai essayé de comprendre. Et le groupe Punch, ils ont repris, c'est vrai, une usine vers Strasbourg, mais finalement, ils n'ont pas honoré les promesses qu'ils avaient faites d'investissement, etc. Et vous savez que quand vous vendez, vous avez quand même un contrat avec une clause, vous êtes quand même co-responsable sur plusieurs années de tout ce qui se passe dans l'usine que vous avez vendue. Ford avait déjà vendu en 2009 à une entreprise allemande et ils avaient été obligés de reprendre l'usine parce que ça ne s'était pas bien passé. Donc, chat échaudé craint l'eau froide. Et sur la question de Punch, clairement, je pense qu'ils ne croient pas à la capacité du groupe de véritablement faire les investissements sur lesquels ils ont dit qu'ils s'engageaient, parce que par le passé, c'est pas très très clair, et qu'ils n'ont pas envie de devoir passer des commandes, parce qu'en réalité, cette reprise, elle est aussi liée à des commandes qui seraient passées par Ford aux repreneurs. Donc tout ça, c'est aussi une question de contrat, de droit, François l'a rappelé, mais aussi derrière, de responsabilité de l'entreprise. Et que va proposer l'État là-dessus ? De reprendre l'entreprise, de continuer à fabriquer des boîtes de vitesse, mais sans les vendre à Ford, mais ils vont les vendre à qui ? Donc là, il y a une vraie question. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un autre repreneur, peut-être avec des épaules plus solides, qui ne soit pas l'État et qui soit une entreprise industrielle sur laquelle on peut véritablement compter pour les prochaines années. Là, clairement, on est dans l'impasse. Et on va s'arrêter sur cette idée-là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce dernier match des idées de l'année. On vous retrouve avec grand plaisir l'année prochaine. On va passer au grand débat. #OVPL, si vous avez envie de réagir sur Twitter. On va revenir sur le pacte de Marrakech, sur les migrations ou le pacte de la discorde, devrait-on dire. C'est un peu passé inaperçu. Pourtant, ça y est, il a été ratifié à l'ONU. La France y a contribué. Ça a d'ailleurs fait partie des sources de grogne chez les Gilets jaunes. Source aussi de fake news en tout genre. Pourquoi ce texte, pourtant non contraignant, fait-il tant hurler? Que va-t-il changer très concrètement? On va ouvrir le débat avec nos invités après ce sujet de Julie Hulin. Après de nombreuses controverses, le pacte de Marrakech a enfin été ratifié. De son vrai nom, Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, le texte d'une 40aine de pages est consultable en ligne sur le site des Nations Unies. 23 objectifs ont été formulés pour aider les pays à faire face aux migrations. Parmi eux, mieux connaître les flux au moyen de collecte de données précises, améliorer la coopération entre les pays pour gérer les frontières, renforcer les actions pour lutter contre les réseaux de passeurs. Concernant les migrants, le texte appelle à les doter de preuves d'identité légale et à ne recourir au placement en rétention administrative qu'en dernier ressort. Ce pacte mondial est non contraignant. Les États ne sont pas obligés de le mettre en œuvre et leur souveraineté en matière d'immigration n'est pas remise en cause. Ratifié hier à une très large majorité, seuls 5 pays sur 165 ont voté contre. Les États-Unis, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et Israël. Avec nous pour le grand débat dont va plus loin Sophie Taillé-Polian. Bonsoir, bienvenue, bonsoir. Sénatrice du Val-de-Marne, apparentée au groupe socialiste et républicain. Corentin Le Fur, bonsoir, adjoint LR au maire d'Aubonne dans le Val d'Oise. Damien Lempereur, bonsoir, porte-parole de Debout la France. Et Frédéric Lefebvre, bonsoir à vous, vice-président du parti Agir, ancien ministre et ancien député. Sur le papier, c'est un texte qui semble prôner des principes plutôt louables sur le plan moral, qui n'est pas contraignant et qui n'affecte pas la souveraineté des États. Damien Lempereur, qu'est-ce qui vous gêne dans ce texte? Précisément que cette présentation est mensongère, en tout cas selon nous. Alors justement, faites-nous votre présentation de ce texte. Selon nous, à Debout la France, et c'est tout le principe de la soft law qui consiste à présenter des choses comme non contraignantes et qui bien sûr après prennent une force juridique plus importante. Mais ça c'est de l'interprétation. Non, c'est la réalité. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne était non contraignante, le préambule de la Constitution était non contraignante et en réalité cet instrument-là est transposé dans le droit. Et là, la Commission européenne, qui était présente comme observateur
rapporteur à l'ONU, va bien entendu transposer juridiquement dans ces textes. Donc ce que vous craignez, c'est que ces engagements a priori non contraignants deviennent contraignants. C'est ça votre crainte. Et c'est d'ailleurs, quand on regarde, et tout professeur de droit ne pourrait pas dire le contraire, quand on regarde l'histoire de la création normative, c'est bien sûr comme ça qu'on procède quand on ne veut pas trop frontalement proposer des choses qui sont rejetées. Je rappelle, je parlais de la Charte des droits de l'Union européenne, qui n'était pas contraignante et qui l'est devenue, puisque les cours européennes, en gros, l'ont reprise dans leur jurisprudence. Et ensuite, les cours françaises, la Cour de cassation, applique et suit, puisque l'ordre maintenant supranational est supérieur à l'ordre national. Bon, c'est un peu technique, mais disons que je rappelle que le référendum de 2005, quand on a proposé une constitution pour cette Europe-là, telle qu'elle est mal construite, les Français ont rejeté. Donc, pour pas affronter les refus, on explique que c'est pas contraignant, etc. Ce qu'il faudra dire, et ça sera l'objet du débat, c'est regarder ce qu'il y a dedans. Ah bah ça, ne vous inquiétez pas, on a bien regardé. Et c'est là, effectivement, où on peut, deux visions s'opposent. Nous, on trouve que ce qu'il y a dedans n'est pas si louable que ça, puisqu'on part d'un postulat qui est que les migrations sont quelque chose de positif. Et je ne suis pas sûr, et ce sera l'objet du débat, que ce soit réellement le cas. Je suis même sûr du contraire. Est-ce qu'il y a une crainte, effectivement, à ce que ces engagements a priori non contraignants deviennent contraignants finalement, avant même de parler du fond du texte? Écoutez, il s'agit bien du fond du texte. Alors déjà, moi, je voudrais dire que c'est un pacte pour une migration sûre, des migrations sûres, ordonnées et régulières. Non, mais parce qu'il faut quand même savoir de quoi on parle. Hein. Il s'agit de migrations sûres, ordonnées et régulières. Donc il ne s'agit pas, comme on entend par-ci, par-là, de ci, de là, par un certain nombre de personnes qui attisent, qui agitent des chiffons rouges, d'organiser la désorganisation. Bon, ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Alors sur le fond du texte, effectivement, je comprends que certains soient inquiets, parce que comme notamment il est inscrit qu'il faut encourager un débat public fondé sur l'analyse des faits et que certains, sans arrêt, agitent des chiffons rouges, disent des contre-vérités. Finis la phrase tout de même, parce que je l'ai sous les yeux, sur l'analyse des faits afin de faire évoluer la manière dont les migrations sont perçues. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, malheureusement, on se sert des problèmes d'émigration pour attiser les difficultés sociales. Il y a exactement 23 objectifs fixés dans ce texte, puisqu'on est précisément sur les mots. Je vais effectivement les répéter. Corentin Le Fur, je vais vous faire réagir. Assurer l'accès des migrants aux services de base, l'objectif 15, je l'ai pris comme exemple. Donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine intégration et de la cohésion sociale, l'objectif 16. Et l'objectif 17, éliminer toutes les formes de discrimination et encourager un débat public afin de faire évoluer la manière dont les migrations sont perçues. Corentin Le Fur, est-ce que ce texte vous gêne sur le fond? Alors, il y a le texte, c'est-à-dire très précisément ce qui est écrit. Il y a ses interprétations, et il y a ensuite les portes que le texte ouvre. Sur la base, on a un texte qui, effectivement, d'un point de vue légal, à l'instant T, est juridiquement non contraignant, et enchaîne un certain nombre de perles, de principes très généraux, parfois même très flous, sur lesquels on pourrait à peu près tous se mettre d'accord. Oui, il y a même un principe qui appelle à renforcer la souveraineté des États et à respecter le droit de la souveraineté. Donc, il y a une chose. Bon, il y a le premier texte où on aurait l'impression que c'est plus un texte pour se donner bonne conscience de manière internationale, comme aime beaucoup faire l'ONU d'ailleurs, qu'autre chose. Ensuite, il y a les portes ouvertes. On peut tout de même forcément imaginer que ce texte est un principe et peut-être un effet de levier important pour un certain nombre de personnes à Bruxelles qui, on le sait, rêvent de quotas de migrants à l'échelle européenne, rêve d'un certain nombre, on parlait du principe de transposition, rêve de pouvoir faire un certain nombre de directives qui, par hiérarchie des normes, finiraient dans un droit français. Et puis on peut aussi imaginer que ce serait un effet de levier et une opportunité pour la CEDH qui pourrait en tenir compte si la France signe dans un certain nombre de ses avis, qui ensuite pourrait devenir jurisprudentiel. Donc il y a cet aspect-là. Moi, je vois beaucoup de méfiance, j'entends beaucoup de méfiance. Frédéric Lefebvre, est-ce que cette méfiance vous semble justifiée? Est-ce que l'histoire a montré qu'effectivement, avec ce genre de pacte, finalement, les États perdaient un peu de souveraineté? D'abord, je pense que le point le plus important en réalité du pacte, et qui est un point sur lequel moi je me bats depuis très longtemps, c'est, et sur lequel d'ailleurs tout le monde devrait se battre, de mon point de vue, c'est que la question de la maîtrise de l'immigration, ce n'est pas une question nationale. Faire croire dans un pays comme la France, aussi moderne que la France, avec les moyens de transport d'aujourd'hui, avec les moyens de communication d'aujourd'hui, que c'est la France qui pourrait toute seule dans son coin arrêter l'immigration comme je l'entends en permanence, c'est juste une blague. Et donc enfin, il y a un texte qui oblige, et pour le coup c'est contraignant,
qui oblige à une prise de conscience internationale. Après, il y a évidemment, je sais parfaitement et on le sait tous, qu'il peut arriver que sur le long terme, tel ou tel texte qui n'est pas contraignant devienne par la force de la jurisprudence, parce qu'il va être repris par tel ou tel législateur. Enfin, c'est pas parce que ce texte existe que la Commission, par exemple, va prendre une directive. Enfin, vous lui reprochez suffisamment de prendre des directives, notamment sur la question de l'immigration, sans qu'il y ait ce pacte-là, pour que ce soit ça qui soit le danger. Et le deuxième vrai sujet qui est essentiel, de mon point de vue, et qui finalement n'est pas si loin de ce que vous disiez tout à l'heure, parce que le texte, il ne dit pas du tout « c'est formidable, l'immigration, c'est extraordinaire ». Il dit qu'il faut arrêter de culpabiliser en permanence les migrants. Et d'ailleurs, je le dis d'autant plus, j'ai été député des Français de l'étranger. Il y a beaucoup de Français qui sont migrants et qui se retrouvent parfois d'ailleurs avec la même situation, à vivre la même situation dans un certain nombre de pays. Mais il y a un point qui est essentiel et qui rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure et qui devrait normalement tous nous réunir, qui est un sujet d'ailleurs sur lequel je me bats depuis très longtemps, qui est la question d'aider dans les pays sources d'immigration au développement économique. C'est le point numéro 2. Lutter contre les facteurs et négatifs et les problèmes structurels qui poussent des personnes à quitter leur pays d'origine. Et ça devrait tous nous rassembler. Et ce que je trouve lamentable, et je le dis c'est qu'un certain nombre de partis politiques, on va y venir. Pas citer nommément ceux qui sont autour de la table, mais ceux qui le font se sentiront visés, manipulent en réalité ce pacte des perspectives purement électorales. On va y venir, ce sera notre troisième partie. Avec les européennes qui approchent. Et en réalité, savent parfaitement que tous les chiffons rouges, pour reprendre la formule qu'ils agitent, sont en réalité non fondés. Il y a une autre question soulevée par ce pacte de Marrakech, c'est qu'il a été signé et ratifié sans débat préalable. Ni débat citoyen, ni débat parlementaire. Et à l'heure où l'on parle de grandes consultations, un certain nombre de responsables politiques se sont interrogés. Écoutez. Aujourd'hui, Emmanuel Macron essaye en catimini de faire signer ce texte par un de ses secrétaires d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est membre du gouvernement, qui représente la France. Ah bon ? En catimini total. Il est incroyable qu'un pacte de ce genre, qui émane directement de l'Assemblée générale de l'ONU, ne puisse être discuté devant l'Assemblée nationale. La plus élémentaire des réflexes démocratiques aurait dû être pour le gouvernement d'informer la représentation nationale de ce projet et d'en débattre avec elle avant de prendre définitivement position. Dès lors, Monsieur le Ministre, le gouvernement a-t-il conscience qu'en procédant de la sorte, il contribue à un affaiblissement démocratique, renforçant le sentiment que les peuples n'ont plus leur destin en main ? Sophie Taillé-Polluant, ça vous pose un problème qu'il n'y ait pas eu de débat parlementaire autour de ce texte, et même de débat citoyen puisque... Ah mais je vais vous dire, il y a beaucoup de dossiers, de lois qui passent par ordonnance, etc., où le Parlement, il est un petit peu mis de côté, voire pas du tout écouté. Mais sur les sujets migratoires, sur les sujets concernant l'immigration... Beaucoup de sujets qui concernent les Français, que on parle des ordonnances travail, ou qu'on parle de la réforme du baccalauréat, ça ne concerne pas du tout les Français. Enfin, bon, donc, écoutez, je pense qu'il y a quand même beaucoup de moments dans notre débat démocratique global où on parle des problèmes de migration et on le fait d'ailleurs trop souvent, à mon avis, au détriment notamment des questions sociales. Il est vrai cependant qu'on aurait tout à fait pu le faire de manière construite, ce qui aurait permis certainement de voir l'absolue nécessité, je dirais, d'affronter la problématique migratoire, non pas qu'elle soit un problème, mais qu'elle est une question d'ailleurs très douloureuse pour les gens qui sont obligés de quitter leur pays d'origine parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y vivre dignement, correctement, ou parce qu'ils sont persécutés, ou alors parce que nous sommes obligés de le constater, il y aura certainement bon nombre de réfugiés climatiques. C'est une question qui se pose et je crois qu'il vaut mieux l'affronter collectivement, tous les pays ensemble, dans un cadre multilatéral, plutôt que de laisser chaque pays confronté à une situation de crise. Et avec un certain nombre de principes qui doivent être bien posés sur la table, à savoir qu'il y a la souveraineté des États, c'est même pas un principe, c'est dans le préambule. Et évidemment, il ne s'agit pas de mettre en cause la politique des États. Personnellement, je souhaiterais que la politique de la France soit un petit peu plus humaine et respecte davantage les droits humains de toutes les personnes qui se retrouvent victimes d'une situation qui les pousse à migrer au péril de leur vie. Damien Lamprard. Je crois au contraire qu'on n'a pas à suffisamment interroger les Français sur l'immigration. Toutes les études et tous les sondages nous montrent qu'il y a une réticence des Français pour
plus d'immigration et une volonté en tout cas de réguler différemment l'immigration. Le dernier sondage IFOP, mais pas seulement. Et c'est un sujet typiquement sur lequel on n'a jamais interrogé les Français, par exemple par référendum. Et le fait que ce texte n'ait pas été soumis, et vous êtes parlementaire, vous devriez peut-être vous indigner un peu plus. Mais c'était intéressant ce qui a été dit. Et moi, j'aimerais qu'on vienne effectivement sur le fond. Je comprends, Monsieur Lefebvre, ce qu'il me dit, mais je ne suis pas d'accord. Moi, je considère que ce pacte, lorsqu'il nous dit à l'heure de la mondialisation, les migrations sont un facteur de prospérité, je pense qu'il y a une erreur fondamentale. Et d'ailleurs, c'était un peu contradictoire. Vous voulez dire qu'il y a de l'idéologie derrière et qu'on essaye d'influencer? Profondément idéologique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ni les États-Unis ni Israël, par exemple, n'ont voulu signer cet instrument qui n'est soi-disant pas contraignant, c'est qu'en réalité, c'est un outil idéologique. Il manque de neutralité. Il manque, à mon avis, au sens de Debout la France, et c'est ce qu'a dit Nicolas Dupont-Aignan, il manque de neutralité. Et je crois qu'il y a une erreur dans le présupposé de départ. Les droits de l'homme, ce n'est pas neutre, monsieur, effectivement. Parce que, précisément, c'est un sujet et une question qu'il faut aborder, dont il faut débattre. Et moi, je ne pense pas que l'humanité, ça soit de considérer, et M. Lefebvre l'a un peu dit, que dans les pays africains, par exemple, ou en Afghanistan, les gens doivent partir. Ce qu'il faudrait faire, au contraire, c'est les aider à avoir un destin dans leur pays. Mais tout c'est dit, pardonnez-moi, je le rappelle, c'est l'objectif numéro 2. Et c'est ce qui est dit. Mais en tout cas, c'est le numéro 2. Si vous étiez confronté à la misère ou à la guerre, monsieur, je pense que vous considéreriez les choses différemment. On entend toujours les mêmes choses. Il n'y a pas un pays comme la France qui accueille mieux les étrangers en situation irrégulière que la France. On vient encore de voter 2 milliards supplémentaires pour l'accueil des clandestins. Il n'y a pas un pays où les aides sociales sont plus importantes. Citez-moi un seul pays où les étrangers en situation irrégulière sont mieux traités qu'en France. On n'a pas de leçon à recevoir, mais je veux quand même finir mon raisonnement. Et ensuite, sur l'idée que l'immigration serait par nécessité quelque chose dans la mondialisation de positif. Moi, je ne considère pas que le destin d'un travailleur africain, c'est de finir clandestin, travailler au noir sur un chantier à Paris ou à Londres. Je considère que nous devrions effectivement aider les populations à rester dans leur pays, et donc ça passe par des aides économiques, mais surtout, il faudrait aussi arrêter en politique étrangère de déstabiliser. L'intervention de Nicolas Sarkozy, dont vous étiez ministre en Libye, a été une catastrophe en termes de désorganisation du Sahel jusque... Donc si vous voulez, il faudrait inverser la logique. Source, aux décisions géopolitiques. Le fait d'accueillir sans cesse toujours plus et de dire, comme vous le dites, que si on veut réguler l'immigration, en gros, on n'est pas humaniste, c'est très insultant, n'est pas un facteur d'humanité. Parce que vous faites le jeu, madame, des mafias, des passeurs, de ceux qui veulent faire venir toujours plus. Je ne fais pas le jeu des mafias, précisément parce que le pacte pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a comme un objectif. Ça ne veut rien dire. C'est des principes. En tout cas, c'est dans le pacte. C'est dans les 23 trafic des êtres humains. Et tant qu'on ne régule pas et qu'on ne met pas les choses sur la table et qu'on n'affronte pas avec une certaine, je dirais, responsabilité les choses, eh bien, on laisse les trafics d'êtres humains se développer. Et c'est ce que vous faites. Non, parce que vous ne voulez pas de frontières. Vous ne voulez pas de frontières, vous ne voulez pas contrôler. Nouvelle, monsieur, je ne veux pas de frontières. Bah, écoutez, je n'étais pas au courant. Pardon, mais vous êtes sénatrice du Parti socialiste qui a voté tous les traités européens qui ont aboli les frontières. Vous voulez le retour des frontières nationales? Corentin Le Fur, soyez plus clair. Et si vous voulez parler de l'espace Schengen, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais il y a des frontières dans notre pays et personne ne peut penser autour de cette table que je ne suis pas favorable à l'existence de frontières. Attendez, Corentin Le Fur qui attend sagement que vous êtes prêt à dire absolument n'importe quoi. C'est vous qui dites n'importe quoi. Il n'y a plus de frontières au sens du contrôle de la circulation des personnes. Il y a des frontières, monsieur, notamment à Roissy. En démocratie, il y a une règle de base qu'il faut savoir écouter le peuple. Pourquoi ce texte pose autant de problèmes? Pas simplement pour son fond, mais pour le message qu'il envoie, c'est-à-dire une idéologie sous-jacente qui, vous l'avez dit, prône le multilatéralisme et l'internationalisme des problématiques, on va dire, qui est en totale contradiction avec les aspirations des peuples européens depuis plusieurs années, puisqu'on a parlé là d'Israël, États-Unis, je vais cibler le débat sur l'Europe, où ça n'a échappé à personne que depuis un certain nombre d'années, plus on essaye d'élargir la problématique d'immigration et de déréguler ces flux, et on a droit à une déstabilisation historique de la CDU, 92 parlementaires AfD, la coalition qu'on connaît en Italie, le Brexit, etc., etc. Et on a l'impression que plus les peuples disent « nous voulons un contrôle extrêmement strict d'une manière générale de l'immigration, et en particulier une extrême fermeté vis-à-vis de l'immigration illégale qui est justifiée », ce texte arrive avec un côté un peu donneur de leçons, comme quoi l'Europe aurait besoin de se responsabiliser et de s'humaniser, alors que s'il y a bien une terre qui historiquement a porté des valeurs universelles et continue à les apporter aujourd'hui,
c'est l'Europe. Donc cette espèce de sentiment de culpabilité permanent qui arrive en soft law, etc., cristallise le débat et le rend explosif. Et je trouve particulièrement débile d'avoir amené un tel débat à 6 mois d'échéance électorale, qui sont les élections européennes, qui sont justement des passerelles pour les extrêmes. Et on a l'impression que vraiment, certains ont envie que le Front National fasse 40% et que M. Mélenchon fasse 40 autres %. Frédéric Lefebvre. Alors, visiblement, il y a un peu d'incompréhension. D'abord, l'initiative, ça a été rappelé tout à l'heure, elle est mondiale. Donc, c'est pas la France qui décide de ramener ce débat à tel ou tel moment par rapport à son calendrier. On parle pas de la France, là. Non, mais attendez. Pas la France qui ramène. C'est pas non plus l'Europe et c'est encore moins. Vous sentez pas visé ce texte. C'est pas une leçon à l'Europe qui serait culpabilisée de sa politique. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Vous savez qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont dans le traitement des immigrés, qu'ils soient légaux ou pas légaux d'ailleurs, qui sont justement pas du tout au niveau de l'humanité de la France. Oui. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, c'est vous-même qui disiez on n'a pas de leçons à recevoir. Mais ce texte, il dit pas on donne des leçons à la France. Ce texte, il essaye au contraire. Pardon, je termine mon propos. Oui, mais je parle de la France, moi. De la signature de la France. D'accord. Pardon, moi je parle de la France. C'est pas parce que la France signe un texte. Oui, il fallait pas le signer. Mais pourquoi ? C'est pas parce que ça nous concerne pas, si nous on est déjà au standard. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Ça nous concerne au contraire d'avoir, à travers un pacte, la mobilisation de tous les pays du monde qui puissent sur 2 points essentiels, dont un, vous avez expliqué tout à l'heure, vous étiez presque défenseur du pacte tout à l'heure. Je buvais du petit lait quand vous parliez du développement dans les pays sources d'immigration. C'est ce que défend ce pacte. Et donc, il faut bien comprendre qu'en fait, ce texte, il n'est pas en train de donner des leçons à qui que ce soit. Il est en train de remettre de l'ordre sur le plan international dans les différents traités qui existent, dans les différentes politiques qui existent, pour essayer de définir un cadre à la fois de contrôle et en même temps de traitement humain des gens. Pas pour donner des leçons à la France. Le droit international est déjà pas pour donner. Complet, hein. Mais vous avez le sentiment, sérieusement, vous avez le sentiment que la question de est-ce que vous avez le sentiment que la question de l'immigration n'est pas dans le pays utilisée en permanence par les uns par les autres. Hein. Vous citiez Nicolas Sarkozy, franchement, je le sais, je l'ai vécu. À chaque fois qu'il y a une élection européenne qui arrivait, il expliquait il faut sortir de Schengen, il faut. Et comme par hasard, dès que c'est terminé, il voulait plus en parler. Parce que tout le monde, vous le premier, Nicolas Sarkozy à l'époque, c'est d'ailleurs une des raisons principales de ma rupture avec lui. Je respecte. Comme un certain nombre d'autres, considère que pour des raisons purement électorales, il faut agiter cette question de l'immigration au lieu d'apporter des solutions. Regardez, il y a une solution que rapidement, parce que justement, j'ai une illustration de ce que vous dites et je voudrais que ça nous fasse avancer. Très rapidement, mais ça fait 10 ans maintenant que je propose, parce que c'est comme ça qu'on peut être efficace, qu'on mette en place autour de toutes les frontières de l'Europe une police mutualisée européenne qui permette d'éviter que des pays comme la Grèce ou l'Italie, qui sont absolument incapables de protéger la frontière européenne. Or, c'est notre frontière à tous, commune. Et que ça soit financé, mutualisé par un financement qui touche, y compris les pays qui sont en plein milieu de l'Europe, qui n'ont pas de frontières, et vers qui aucun migrant ne va. Parce que c'est la question européenne. Ça, c'est des sujets sur lesquels... Je vais vous faire réagir. C'est pas la France. Ce texte, il faut le dire, a fait l'objet de tous les fantasmes, de toutes les rumeurs et de toutes les fake news possibles et imaginables sur les réseaux sociaux. Certains gilets jaunes se sont emparés du sujet et ça a débouché sur des théories complotistes parfois surprenantes. Regardez. Et l'histoire de l'ONU, c'est qu'il veut signer un pacte pour accueillir 480 millions de migrants sur 8 pays différents et donner la place de siège permanent à l'ONU à quelqu'un d'autre. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon bah là, s'il fait ça, il vend la France carrément. Ouais, il se sert de cette image-là pour du coup la vendre, quoi. Voilà pour la version gilet jaune. Voici maintenant la version politique. C'était le monsieur, je rappelle, qui appelait à aller à l'Élysée pour... Avec cette nouvelle trahison silencieuse de la nation, nos dirigeants franchissent une nouvelle étape dans la submersion organisée de notre pays. Ces promoteurs, mus par une idéologie mondialiste assumée, se fixent pour vaine ambition de rendre les migrations bénéfiques à tous. Deux styles, deux ambiances, mais le fond est le même, Sophie Taillé-Polian. Écoutez, oui, alors on est dans
la submersion, de toute manière, on sait bien que le Rassemblement national et ses alliés sont tout le temps dans le fait de déclencher une vaste peur pour en tirer des bénéfices électoraux. Qui sont ces alliés, mais je pensais à la Debout la France, monsieur. Oui, parce que tout à l'heure, je pensais à Debout la France. Mais je pense moi, je peux préciser, qu'il faut quand même... les Républicains, c'est pas net. Hein. Il faut quand même aussi... le mérite de vos convictions. Il faut quand même aussi dans un livre. Il faut quand même aussi dire... On va laisser finir. Effectivement, on a vu de manière assez bizarre les Républicains, la position des Républicains un petit peu bouger sur ce pacte au fur et à mesure du temps. Je pense aussi par une certaine démagogie électoraliste, et je le regrette très profondément, parce que si les Républicains respectaient le nom qu'ils se sont donné eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils feraient cela. On voit aussi quand même aujourd'hui, et je tiens à le redire, que dans la politique, oui, les résultats sont là, dans la politique qui est actuellement menée par le gouvernement, effectivement, pour ma part, je pense qu'elle n'est pas aussi humaniste qu'elle devrait l'être. Et quand on entend des migrants raconter et des associatifs témoigner de tarachage de tentes, etc., et de couverture, eh bien oui, je crois que la France n'est pas à la hauteur et qu'il faut qu'on puisse assumer un certain nombre de valeurs pour juste respecter la dignité humaine et sauver des vies. Parce qu'il s'agit quand même, je voudrais le rappeler, à l'heure où il n'y a plus de bateaux qui naviguent en Méditerranée, de sauver des vies. Il nous reste quelques minutes, je voudrais vraiment que tout le monde puisse s'exprimer. Est-ce qu'il y a effectivement une forme d'extrapolation électoraliste du côté des extrêmes ? Alors, les extrêmes, je ne sais pas, mais en tout cas, à Debout la France, j'en ai un peu marre d'entendre ces leçons de républicanisme, la leçon de morale depuis 30 ans. Vous êtes à 4% dans les sondages. Le chaos des Gilets jaunes, là, qui, effectivement, on parlait d'immigration, et vous l'avez très bien dit dans votre introduction. Et d'ailleurs, on peut rendre un coup de chapeau aux médias qui ont donné la parole à des gens qui n'avaient jamais la parole et qui ont parlé de beaucoup de choses, y compris d'immigration. Non, mais quand Marine Le Pen dit submersion organisée de notre pays... Mais attendez... Vous validez, ce sont des mots que... Vous avez 80% des demandeurs d'asile qui sont déboutés, qui restent sur le territoire national. Ça, c'est un chiffre objectif. Mais ça, c'est pas une submersion. Vous avez d'autant plus que je vous rappelle que Nicolas Dupont-Aignan soutenait Marine Le Pen. Au deuxième tour, on a fait le choix de la soutenir contre le candidat que vous avez soutenu. De la même façon que Monsieur Lefebvre, les Républicains. Vous avez du mal avec le dialogue, hein, sincèrement. Je sais que vous avez été ministre. Alors finissez, Damien Lamparts. Quel est le sujet ? Quel est le rapport ? C'est pas une raison. J'étais en train de parler d'LR pour couper la parole. Donc, avançons, il nous reste quelques minutes, ce serait dommage. Soutenu contre le candidat que vous avez tous soutenu ici, c'est-à-dire Emmanuel Macron, qui aujourd'hui me semble pas... J'ai voté pour lui dès le premier tour. Voilà, dès le premier tour, donc au moins les choses sont claires. Et sur votre question, c'est pas justement faire de l'électoralisme que de parler des sujets. C'est au contraire en parlant des sujets, en expliquant que ce que vous dites, finalement, les gens qui se noient dans la Méditerranée, c'est parce qu'on envoie un mauvais signal. Si on envoyait le signal que les gens ne peuvent pas venir, si on envoyait le signal que les gens en situation irrégulière, clandestin, étaient raccompagnés à la frontière. Il y aurait peut-être moins de gens qui se noieraient en Méditerranée. Mais monsieur, si il y a beaucoup de gens qui sont raccompagnés à la frontière, ils ont vraiment du mal à mais de la même manière que s'exprimer. Ceux qui donnent des leçons de républicanisme souvent sont un peu les moins tolérants. C'est assez classique. Je pense qu'on aura déjà apprécié l'ouverture d'esprit de monsieur et de madame, puisqu'apparemment, à partir du moment où on est à droite de la République en marche, alors peut-être pas agir, on dira à droite d'agir, on ne porte pas les valeurs d'humanisme de la France, donc ça fait 30 ans qu'on entend ce discours. Je dirais simplement que quand on parle de synchronisation européenne, on peut tous en rêver de synchronisation européenne. Mais quand on voit aujourd'hui, vous demandez à un Français de voir le cinéma qu'engendre par exemple la crise de l'Aquarius, où on a une hypocrisie totale qui consiste à demander au bateau d'aller à Malte pour ensuite aller récupérer une partie de ces malheureux qui sont sur le bateau. On est tous d'accord là-dessus. Mais il y a une hypocrisie totale en termes de diplomatie européenne qui n'existe pas. Et on aura beaucoup de mal à expliquer aux personnes que une idée de souveraineté européenne pourrait exister et pourrait être porteuse d'une certaine manière des intérêts français quand un vice-chancelier allemand, et ça c'est pas du complotisme, c'est factuel, quand un vice-chancelier allemand demande aimablement à la France, même si juridiquement ça n'a quasiment aucune chance d'aboutir, de céder son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le simple fait d'avoir fait la demande doit, je pense, éclairer les uns et les autres. Frédéric Lefebvre, il nous reste moins d'une minute. Vous allez conclure ce débat. Écoutez, on voit qu'il y a toujours beaucoup de passion, mais il y a un moment où il faut assumer les choses. Moi, j'ai assumé mes choix. Ça peut faire grincer des dents. J'ai considéré que quand Nicolas Sarkozy a commencé à faire dériver pour des raisons purement électoralistes, avec votre raisonnement, on n'est qu'à 4%, on n'est qu'à... Donc, du coup, il faut essayer de faire plaisir à ceux qui ont envie d'entendre un message
qui est le message de l'exclusion. J'ai considéré, quand il a pris cette décision, j'ai considéré que quand je vois le paysage politique aujourd'hui, il était indispensable de faire naître une nouvelle force humaniste. Et quand je vois les Républicains aujourd'hui, y compris avec des gens que je connais bien, vous voyez Thierry Mariani par exemple, qui était député français à l'étranger comme moi, qui est toujours à LR, dont on sait parfaitement qu'il va aller sur la liste avec le Front National. C'est terminé. Ça gêne personne à LR. Et on doit pas plus que le nouveau responsable des jeunes de LR, dont chacun sait qu'il appelait à la discussion, pas plus que les élus LR qui discutent avec des gens du Front National et qui ne sont pas exclus de LR. C'est une nouvelle réalité. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. On va passer à l'entretien du jour. Pendant les fêtes publiques, Sénat vous propose une programmation spéciale, Territoire Planète, avec notamment Human, un film de Yann Arthus Bertrand. Il est notre invité ce soir. On regarde d'abord un extrait de son film. Ah no, io non avrei mai pensato e non mi sarebbe mai piaciuto essere un uomo. Perché la vita di un uomo è una vita facile. Troppo. E le vite facili ti portano alla noia. È facile raggiungere gli obiettivi professionali, è forse anche più facile raggiungere la preda sentimentale. Per noi donne è tutto più difficile. Però con la difficoltà c'è anche il fascino di arrivare alla meta con difficoltà. E quindi preferisco senza dubbio essere donna. Et on va aller plus loin avec Yann Arthus Bertrand, qui est notre invité. Bonsoir. Je suis ravi. Moi aussi, je suis ravie. La vraie version cinéma de ce film que j'adore, qui est la meilleure chose que j'ai faite. Il fait quand même 3h20, mais c'est vraiment... ça peut changer votre vie, ce film, je crois. Alors, je vais préciser que vous êtes le fondateur de Good Planet, l'auteur de Laudato Si, et Public Sénat organise donc une soirée spéciale ce samedi à 20h30. Non, je ne suis pas l'auteur, attention. Vous avez collaboré. C'est le pape qui est l'auteur, ça c'est Alors, important. et je précise pour nos téléspectateurs que Public Sénat effectivement organise une soirée spéciale à 20h30, diffusion de 3 de vos documentaires, Planète Océan, La Soif du Monde, Terra, et le lendemain à 12h30, donc diffusion de Human. Parlez-nous de ce film dont vous êtes si fiers. C'est 3000 interviews dans le monde de gens qui vous parlent du sens de la vie. Alors c'est la famille, c'est la mort, c'est est-ce qu'on s'est pardonné, puis c'est aussi des émigrés qui vous parlent des difficultés qu'ils ont eu de venir, c'est aussi l'homophobie, la difficulté d'annoncer à ses parents qu'on est homosexuel, c'est aussi une réflexion... C'est les questions qu'on devrait se poser pratiquement tous les jours. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Quel est le sens de la vie? Voilà. Et c'est un film très très fort qui est un peu difficile. Hein, c'est parce que c'est sous-titré. Il y a quand même 40 langues. Donc c'était pas fait pour les grandes chaînes publiques. Et bravo, c'est courageux de le passer. Et vous allez voir, je pense que vous aurez beaucoup de retours sur ce film. Alors, il y a c'est pas un film qui vous laisse indifférent. Il y a Human et puis il y a Woman, votre nouveau long métrage. Alors là, c'est zoom sur l'environnement et les femmes, c'est ça? Non. C'est un film sur qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans ce monde d'hommes. Ouais. C'est 2000 interviews dans le monde. On est en train de finir les tournages en ce moment. Et le film sortira en fin d'année prochaine. Vous avez consacré votre vie aux hommes, aux femmes, à l'écologie, à l'observation du monde, à l'observation de la planète. Il semblerait que le constat aujourd'hui soit quand même assez alarmant. Qu'est-ce qu'on a raté, Yann Arthus Bertrand? Je crois que on a inventé un système qui est la croissance, le capitalisme, qui a marché quand on était 2 milliards, mais quand aujourd'hui on est 7 milliards 600 millions. Et puis la grosse différence aussi, c'est qu'aujourd'hui on est devenu beaucoup plus riche. Quand il y a... Vous imaginez, quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards 600 millions. Et en 40 ans ou en 50 ans, on est beaucoup plus riche. On a gagné 20 ans en espérance de vie. Il y a beaucoup moins de mortalité infantile. Il y a beaucoup plus d'éducation. Mais il y a un prix à payer, c'est sur la biodiversité et sur le climat. Les derniers rapports quand même du GIEC sont extrêmement alarmistes. On disait 1 degré, 1,5, 2 degrés. Et on sera sûrement vers 4 à 5 degrés dans 2100. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la Terre sera difficile, on aura du mal à vivre sur cette planète. Ouais. Vous savez, il y a 15 000 scientifiques qui ont fait un appel en janvier dernier, qui parle de 15 000 scientifiques de 150 pays. Une enquête très sérieuse. Et ils ont tous signé un rapport où on parle de la 6e extinction sur Terre. Ouais. Ce qu'on n'a pas bien compris, c'est la 6e extinction, c'est la mort de mes petits-enfants.
C'est ça que je... Et donc, c'est pas quelque chose que qui est lourd pour moi, c'est quelque chose de difficile. Et on le lit un peu quand on est dans un déni complet. On ne veut pas croire ce qui est en train d'arriver. Vous savez, il y avait la marche sur le climat il n'y a pas très longtemps, on était 50 000. Et on était très contents d'être 50 000. L'arrivée de la Coupe du Monde de foot, on était 1,5 million sur les Champs-Élysées. Quand on sera 1,5 million à manifester pour le climat, contre les pesticides... Qu'est-ce qui fera bouger l'homme, selon vous ? C'est ça qui fera bouger les politiques, et sinon les politiques ne bougeront pas. Et pourquoi comment on arriverait à être 1,5 million à manifester, d'après vous ? Qu'est-ce qui fera que l'homme En passant les films que vous passez, en mettant de l'éducation, il faut que ça rentre dans nos consciences, et c'est pas facile. Vous avez dit, je suis un écolo un peu perdu devant l'absence de solution. 4 ONG viennent d'attaquer l'État français pour, je cite, inaction climatique. Est-ce que le combat doit passer par ce genre d'initiative ? Mon ONG est dedans, d'ailleurs. Mais on essaye tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est nous qui avons le pouvoir. Et ce qui est important, c'est que je change moi, que vous changez vous. Et là, on fera changer les... Vous savez, l'homme politique, on a des hommes politiques qu'on mérite. Ils ne sont pas plus malins ni plus intelligents que nous. Et ils sont là, en fin de compte, pour nous... pour faire ce qu'on a envie. Si on n'est pas capable de changer, si on n'a pas envie de changer, les hommes politiques ne changeront rien. Et vous savez, il faut avoir le courage de dire la vérité aujourd'hui. Le courage de la vérité, c'est qu'on va vers une fin de l'humanité. Mais tout le monde le dit. Nicolas Hulot, en démissionnant, l'a dit. Et ce manque de réaction qu'on a tous est absolument effarant. Effarant. Cette espèce de religion de la croissance, d'acheter, de consommer, de jeter. Et surtout, je vous en avais parlé tout à l'heure de la crise migratoire. Mais la grande crise migratoire n'a pas encore commencé. Quand vous vivez dans un pays comme le Mali, le Niger, nous, on est le 6e pays le plus riche du monde. Il y a des pays où il y a pas de travail, pas d'éducation, pas de démocratie, pas de services de santé. Il n'y a pas d'autre moyen que venir dans ces pays riches qu'on regarde sur Internet, espèce de paradis incroyable. Voilà, ce système qu'on a inventé est en train de tuer la vie sur Terre. Mais la vie sur Terre, je parle de moi, je parle de vous. Et c'est effarant. Et pourquoi je suis perdu ? Parce que moi, depuis que j'ai 20 ans, je m'intéresse à l'environnement et à l'écologie. Et quand je vois les chiffres, le dernier rapport du WWF, qui est quand même très sérieux. Ils estiment qu'on a perdu 60% du vivant en 40 ans. Vous vous rendez compte ? 60% du vivant en 40 ans. C'est effarant. Sans doute que d'agir, de faire ce qu'on peut, mais ça peut être agir dans l'environnement comme ça peut agir pour aider des réfugiés. Vous savez, je pense qu'il faut qu'on apprenne à aimer, à partager, faire tout qu'est-ce qu'on peut, ce que diraient mes petits-enfants, de faire ce qu'on peut. Vous avez observé comme nous ce mouvement des Gilets jaunes. Il est quand même parti d'une grogne contre une taxe verte, même si finalement la crise s'avère beaucoup plus profonde. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous vous dites, mince, la lutte écolo va passer après la lutte pour le pouvoir d'achat et la lutte écolo est en train de passer au second plan ? Cette vision qu'ont les gens qui n'ont pas assez, des gens qui nous dirigent, ça a fait le Brexit, ça a fait Trump, ça a fait le président brésilien. Et c'est pour être la même chose en France. Je pense qu'il y a une vraie coupure, qu'il y a une manque de Mais les Gilets jaunes sont pas les dirigeants. Moi, je trouvais ça... Je vais vous dire, comme j'ai signé le manifeste des Gilets jaunes, parce qu'il parlait de voitures électriques, il parlait de choses très intelligentes et plein de bon sens. Il y a des gens qui n'ont pas assez. C'est pas normal qu'aujourd'hui un paysan se suicide tous les 3 jours. C'est pas normal qu'une aide-soignante gagne 1 200 € net par mois. Voilà, ça c'est cette urgence sociale. C'est pas normal qu'un instituteur soit sous-payé. Comment ? Cette urgence sociale semble faire passer l'écologie au second plan. Ça ne vous fait pas peur ? C'est la maison entière. C'est une écologie globale. C'est pas uniquement d'éteindre son robinet quand on se lave les dents. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si vous voulez faire quelque chose pour l'environnement, qui est très facile, il faut arrêter de consommer de la viande industrielle. Cette viande industrielle, cette viande faite dans les usines est en train de tuer la planète. Et le message est passé. Merci Yann Arthus Bertrand. Regardez bien Human, c'est un film important et c'est un film que j'adore. Et il sera diffusé ce dimanche à 12h30 sur Public Sénat, ainsi que 3 de vos documentaires, soirée spéciale samedi soir, à partir de 20h30, Planète Océan, La soif du monde et Terra. Merci beaucoup Yann Arthus Bertrand d'être venu nous voir ce soir. C'est la fin de cette émission, c'était la dernière de l'année 2018. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouverai évidemment en 2019. En attendant, vous retrouvez demain matin Territoire d'Info. L'invité est Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières. Bonne soirée, passez de très belles fêtes et restez au cœur du débat.